La réforme des retraites nous montre qu'aujourd'hui, pour préparer une vie paisible, il faut se la préparer soi-même. Le meilleur moyen est d'investir. L'investissement est la clé pour mener une vie tranquille financièrement. Depuis le Covid-19, les vidéos d'investissement se sont mis à exploser en termes de vues. Les gens se sont intéressés à la bourse. Dans toutes les vidéos d'investissement, on nous dit qu'il faut investir dans la bourse, dans le crowdfunding, dans l'immobilier, dans le bitcoin, mais au final, la plupart des gens se sont perdus et n'osent pas sauter le pas. Je le vois dans mon entourage. La plupart des gens veulent investir, mais ils ont peur. Ils ont peur de faire le mauvais choix. Ils ont peur de perdre leur capital, de perdre leur argent. L'aversion au risque n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai divisé toutes les façons d'investir dans 4 groupes. Du moins risqué au plus risqué. Évidemment, pas besoin de vous expliquer que les rendements du groupe 1, le moins risqué, sont moins intéressants que les rendements du groupe 4 qui sont beaucoup plus risqués. Mais chacun aura sa façon d'investir et saura dans quoi investir. Je t'expliquerai tout au fur et à mesure de la vidéo. Et tu sauras à la fin de la vidéo, en fonction de ton niveau de risque, en fonction de ta peur, dans quoi tu vas pouvoir investir. Commençons par le groupe 1, un groupe avec très peu de risques. Dans ce groupe 1, je vais vous présenter 3 façons d'investir son argent. On va commencer par le livret A ou le LEP pour ceux qui ne payent pas d'impôts. Pour le premier, c'est un rendement à 3% actuellement et pour le deuxième, un rendement à 6%, légèrement en dessous de l'inflation. C'est pour le moment un investissement assez correct étant donné qu'il n'y a quasiment aucun risque. Mais une fois que l'inflation va baisser, le livret A et le LEP vont retrouver leur cours normal, leur intérêt normal à environ 1%. Comme je disais, le risque du livret A ou du LEP est quasi nul. Le seul risque vraiment est une faillite de l'État, une faillite de la banque. De mémoire, je crois que l'État assure tout l'argent qu'il y a sur le livret A, même si la banque fait faillite. Donc passons à la deuxième façon d'investir son argent avec très peu de risques. Il y a l'assurance vie, à environ 4 à 6% actuellement de taux d'intérêt. Il existe différents types d'assurance vie, risquées ou peu risquées, ça c'est à voir avec votre banquier en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. En effet, les assurances vie de base sont assez sûres, ils possèdent tous dans leur portefeuille des obligations d'État. Pour ceux qui ne connaissent pas, les obligations d'État sont des titres de dette émises par les États. En effet, la France, si vous ne le savez pas, tous les ans, tous les 3 ans, selon leurs besoins, renouvellent leurs dettes via d'autres dettes. Au final, ils ne remboursent jamais vraiment leurs dettes. Et ce, grâce aux obligations. En effet, en ce moment, les obligations ont des rendements entre 3 et 5%, ce qui est un rendement assez correct. Dans un portefeuille d'assurance vie, il peut y avoir également d'autres types d'investissements émis par la banque. Il peut y avoir des actions et plein d'autres choses. Ce qui va rendre l'assurance vie un peu plus risquée. C'est donc à vous de vous renseigner en fonction de ce que vous êtes prêt à risquer pour l'assurance vie. Mais il existe des assurances vie, du coup, comme je disais, qui sont très peu risquées. Et la troisième façon d'investir est d'acheter vous-même les obligations d'État. Vous pouvez le faire via le marché boursier. Les rendements des obligations sont autour de 3 à 5%, sauf que cette fois-ci, vous les possédez vraiment, et donc il n'y a pas de commissions qui sont prises par la banque. Mais en l'occurrence, c'est un peu plus risqué, car vous ne pouvez pas retirer votre capital. Enfin, si, vous pouvez via le marché boursier, mais le problème, c'est que votre dette, votre obligation peut avoir légèrement baissé. Là, en ce moment, les anciennes obligations avec des taux d'intérêt à 1%, par exemple, ont baissé d'à peu près 20% pour que le prix s'adapte aux nouvelles obligations qui sont émises par les États entre 3 et 5%. En effet, les gens sont beaucoup plus intéressés par des obligations à 3 ou 5% que par des obligations à 1%. Donc les obligations à 1% sont beaucoup plus dures à revendre. Et donc pour les revendre, il faut les vendre moins cher. Mais à la fin de votre échéance, de votre obligation, de toute manière, vous allez recevoir votre capital. Donc vous n'allez pas perdre d'argent si vous attendez jusqu'à la fin. Une obligation, il faut savoir que ça peut durer entre 3 mois et 30 ans, ça dépend ce que vous choisissez. Je vous conseille pour les obligations de choisir des États sûrs, de choisir des États comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, des États qui ne risquent pas de faire faillite. Donc si vous êtes un investisseur qui ne veut pas prendre beaucoup de qui veut juste protéger son patrimoine, son argent, le groupe 1 est donc fait pour vous. Comme je disais, les rendements moyens du groupe 1, des 3 investissements dans lesquels je vous ai parlé, sont autour de 5%, environ 5-6%. Ça permet tout juste de protéger son argent contre l'inflation. Pour les investisseurs qui souhaitent donc prendre un peu plus de risques, le groupe 2 sera fait pour vous. Dans ce groupe 2, j'y ai mis également 3 types d'investissements. Pour commencer, les SCPI avec un rendement moyen entre 3 et 7%. Les SCPI sont un bon moyen de rentrer dans l'immobilier sans les contraintes
et avec les avantages. Les SCPI sont des sociétés civiles de patrimoine immobilier. Souvent composées de biens immobiliers, ça permet d'avoir une certaine diversification et limiter les risques de loyers impayés. J'ai fait une vidéo sur les SCPI juste ici, sur comment investir dans l'immobilier. Dans cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de détails sur ce qu'est les SCPI. Les risques d'une SCPI sont multiples. Pour commencer, il y a la baisse de l'immobilier, ce qui peut faire baisser du coup le patrimoine de la SCPI. En baissant le patrimoine de la SCPI, forcément la valeur de votre part dans la SCPI va également baisser. Vous pouvez donc perdre un peu de valeur de votre part. L'autre risque est les loyers impayés, mais comme vous êtes bien diversifié dans une SCPI, s'il y en a un ou deux qui ne payent pas leur loyer correctement, vous allez quand même recevoir une belle part. Au final, ça va pas trop changer. Le rendement va pas diminuer. Le troisième et dernier risque d'une SCPI est le manque de liquidité. Pour résumer, sur un investissement long terme, la SCPI est une bonne chose. Il propose des rendements allant de 4 à 7%. Vous pouvez en trouver avec un peu plus et il permet une certaine diversification. Je parlais tout à l'heure sur les risques d'immobilier qui peut baisser. Il faut savoir que sur le long terme, le prix de l'immobilier ne fait que monter. Les SCPI sont donc un bon moyen d'avoir du patrimoine immobilier. Le deuxième moyen d'investir dans ce groupe 2 est les ETF. Les ETF, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion. Les ETF que je vous recommande, ce sont les ETF sur le S&P 500, le CAC 40, le Dow Jones, le Nasdaq, tous les ETF qui représentent les meilleures entreprises des pays. Évitez de vous lancer dans les ETF des pays émergents. C'est un peu risqué et on ne peut pas connaître l'avenir de ces pays-là. De mon côté, j'investis chaque mois sur le S&P 500. D'ailleurs, je fais une vidéo chaque mois également où je montre tous mes investissements. Cette vidéo sera en suggestion de fin de vidéo. Le S&P 500, par exemple, il regroupe les 500 meilleures entreprises américaines. L'idéal quand on investit dans un ETF, c'est de investir en DCA, c'est-à-dire investir chaque mois la même somme d'argent, peu importe le prix. Ça permet de lisser son prix. De mon côté, je vous conseille de prendre les ETF capitalisants, c'est-à-dire que tous les dividendes sont réinvestis directement dans l'ETF. Vous ne verrez donc pas les dividendes sur votre compte, vous verrez donc juste le prix de l'ETF qui va gonfler. L'avantage du capitalisant, c'est que vous ne payez donc pas d'impôt sur les dividendes. Un dernier avantage sur les ETF, c'est donc aussi la liquidité. Vu que ça marche sur le marché boursier, la liquidité est excellente. Donc en cas de besoin, vous pouvez donc récupérer votre capital investi très rapidement. Mais les ETF comportent aussi des inconvénients. En effet, l'inconvénient numéro 1 d'un ETF est du coup sa volatilité. En effet, il n'est pas rare de voir en une année un ETF perdre 20%. Dans des cas exceptionnels, il peut perdre même 50% en quelques mois. On peut également avoir des cracks boursiers qui vont faire chuter l'ETF de moins 50, moins 80%. Ça reste exceptionnel, mais ça arrive. Je vais vous montrer un graphique du S&P 500. Vous allez voir que même le S&P 500, quand il perd 50-80%, dans les années qui suivent, il finit par le récupérer et dépasser son plus haut historique. Il faut savoir que dans le marché boursier, les actions ou les ETF fonctionnent sous forme de vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça rebaisse. Et c'est tout le temps comme ça. Donc il ne faut pas s'inquiéter quand ça commence à baisser. Ça va remonter à un moment donné. Surtout sur les ETF, vu que ça comporte les meilleures entreprises, donc les entreprises les plus solides. Dans un ETF, je vous conseille au moins un horizon de temps de 5 ans. Le dernier investissement de ce groupe 2 est le crowdfunding. C'est mon investissement préféré. C'est celui qui a le meilleur rendement dans ce groupe 2. C'est celui qui comporte peut-être le risque le plus faible. De mon côté, j'investis sur la plateforme La Première Brique. J'ai fait une vidéo sur La Première Brique que je vous invite à regarder si le crowdfunding immobilier vous intéresse. J'ai également un lien dans la description qui vous permet de profiter de 1% supplémentaire sur votre premier projet investi. Mais le crowdfunding, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Le crowdfunding est un moyen pour les entreprises, pour les sociétés d'avoir des prêts sans passer par les banques. En effet, des fois, les banques ne sont pas fans de prêter autant d'argent. Il manque un complément et ils vont le chercher dans le crowdfunding. Ou des fois, la banque prête de l'argent en échange d'un peu de capital de l'entreprise, mais l'entreprise souhaite renouveler son capital et donc il demande un prêt dans le crowdfunding. Et le prêt est financé par nous, investisseurs. La Première Brique est par exemple spécialisée dans les marchands de biens et propose un rendement moyen de 11% par an. Je vous le dis, vous ne trouverez pas mieux dans ce groupe 2 avec des rendements aussi intéressants. Mais le crowdfunding a aussi ses défauts. Il ne faut pas croire que tout est parfait avec un rendement aussi bien.
Le risque numéro 1 du crowdfunding est le non-remboursement de la dette. En effet, une entreprise, comme toute entreprise, peut avoir des difficultés à rembourser ses prêteurs. Mais sur la première brique, ce n'est jamais arrivé. Le deuxième inconvénient du crowdfunding, surtout sur la première brique, est le blocage de son capital pendant la période du projet. En effet, tant que le bien n'est pas revendu, nous ne retrouvons pas notre argent. En général, c'est entre 3 mois et 2 ans. Passons maintenant au groupe 3 où les investisseurs cherchent le rendement. Ils sont prêts à prendre plus de risques. Mais dans quoi investir quand on cherche le rendement et qu'on est prêt à prendre du risque? Commençons par l'immobilier physique. En effet, j'ai mis cet investissement dans le cas du groupe risqué. Alors que beaucoup de gens vont penser que l'investissement de l'immobilier physique, ce n'est pas risqué ou très peu risqué. En effet, je l'ai mis là parce que je vois autour de moi des gens qui se sont fait avoir. Des gens qui ont acheté un bien un peu trop cher et que du coup, à la revente, ils ont perdu 20% du capital. Des gens qui ont acheté un bien à crédit et qui se retrouvent avec des loyers impayés. En effet, l'immobilier physique est risqué. Cet investissement peut vous coûter très cher s'il est raté. Mais il peut également faire grossir votre patrimoine à une vitesse exceptionnelle. En effet, qui ne rêve pas d'avoir un patrimoine qui augmente chaque mois sans mettre un seul centime? Dans l'immobilier, c'est possible grâce à l'effet de levier. En effet, la banque finance votre bien et ce sont les locataires qui payent votre crédit. De mon côté, je vous conseille de mettre quand même un peu d'apport, autrement vous allez vous retrouver avec un crédit très élevé et ça peut être compliqué en cas de loyer impayé, en cas de difficultés financières sur l'appartement, en cas de travaux à faire. Sur l'immobilier physique, les rendements peuvent varier selon le mode de calcul. Le rendement peut également varier si c'est à crédit, si c'est un bail courte durée, un bail longue durée. Mais en règle générale, c'est entre 5 et 15%. Donc comme je disais, les inconvénients de l'immobilier physique, ce sont donc les loyers impayés. Contrairement au SCPI dans le groupe 2, là, du coup, nous ne sommes pas diversifiés. Nous avons en général qu'un seul appart, qu'une seule maison. Et donc, un loyer impayé va nous impacter directement. Mais heureusement pour nous, investisseurs, il existe une solution à ce problème. Les assurances de loyer impayés. Mais il faut au moins que le locataire ait payé son loyer de mémoire pendant 3 mois. Le deuxième risque de l'immobilier physique est la baisse de l'immobilier. Sur le long terme, l'immobilier ne fait qu'augmenter, mais si vous avez besoin de votre capital de vendre votre appartement pendant une baisse de l'immobilier, cela peut vous coûter également très cher. Vous pouvez aussi très mal choisir votre emplacement de votre appartement. Certaines villes ont perdu plus de 20%, pendant que d'autres villes ont gagné 10 à 15% en 2-3 ans. L'immobilier physique peut être un très bon investissement s'il est réussi. Il peut changer votre qualité de vie. La deuxième et dernière façon d'investir dans ce groupe 3 est d'acheter des actions. Vous savez tous que c'est une action, c'est une part d'une entreprise. Je ne vais pas revenir en détail sur ça. J'ai fait déjà une vidéo sur comment investir en bourse où je parle plus en détail de ça. En effet, acheter une action est une bonne façon d'investir son argent. Le rendement d'une action peut être autour de 5 à 100%. En effet, pendant le Covid, certaines actions ont fait x2. Ce sont des chiffres qui font rêver, mais attention, toutes les entreprises ne font pas x2. Il reste rare et ce n'est pas tout le temps. Il est difficile de trouver l'entreprise qui fait x2, alors ne comptez pas là-dessus. Déjà, si vous obtenez un rendement moyen de 10 à 20% sur une action, c'est déjà très bien. Warren Buffett fait en moyenne 20% par an. Il faut savoir que 80% des investisseurs qui achètent des actions ne font pas mieux que le S&P 500 qui lui fait entre 8 et 10% par an. C'est pour ça que je vais vous donner quelques règles à respecter dans les actions. Les règles sont très simples. Achetez des entreprises solides qui gagnent de l'argent et qui sont leaders sur leur marché. Je ferai une vidéo sur ma stratégie d'investissement pour les 1000 abonnés. Alors si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Alors pourquoi il faut avoir une stratégie en bourse et pas juste acheter des actions qu'on aime bien? Parce que le marché boursier est cyclique et qui peut se mettre à baisser, et dans les actions la volatilité peut être énorme. On peut perdre 50% en une année, on peut perdre 20 ou 30% même sur une action hyper solide. C'est pas rare. Bank of America a perdu 50% cette année, Disney aussi. On a des entreprises comme Facebook qui ont perdu 50% aussi en un an. Et donc, il faut avoir une stratégie pour pouvoir ne pas paniquer si ça arrive. Ne pas vendre son action tout de suite. Si on a une stratégie qui est très bonne, qui est solide, l'action dans laquelle on a acheté, on a confiance. On sait qu'elle fait des bons chiffres, donc son action va finir
pas remonter. Il faut donc avoir les nerfs solides quand on achète des actions sur le marché boursier. D'ailleurs, petit moment sponsor sur ma chaîne, je fais une vidéo chaque mois où je te montre mes investissements, dont mes investissements boursiers. Si ça t'intéresse de me voir parler de mes investissements et de te les montrer en toute transparence, je t'invite à regarder dans la vidéo qui sera suggérée en fin de vidéo, ma vidéo. Le risque sur le marché boursier, en plus de la volatilité, est aussi la perte en capital. En effet, quand on achète une action, on achète donc une part d'une entreprise. Mais si l'entreprise fait faillite, on ne récupère pas son argent. Et malheureusement, même les entreprises les plus solides, ça arrive. Lehman Brothers en 2008 et Alcatel dans les années 2000. Passons maintenant au groupe 4, ceux qui sont prêts à prendre tous les risques pour obtenir des rendements exceptionnel. Je te parle de rendements allant jusqu'à 1000%. Et dans ce groupe, je vais te montrer deux manières d'investir son argent. Pour commencer, il y a le Bitcoin, la crypto-monnaie. On parle de rendements justement qui vont jusqu'à 1000%. Le Bitcoin en 2018 valait 6000 $. Fin 2022, il valait 60 000 $. Le Bitcoin a donc fait x10 en 5 ans. Et je te parle même pas des petites crypto-monnaies qui font x10 en quelques semaines, quelques mois. Mais attention, ces volatilités extrêmes ne sont pas que dans un sens. La crypto-monnaie peut aussi perdre beaucoup d'argent. On peut aussi faire moins 80, moins 90% en quelques jours, en quelques semaines. Comme je disais, le Bitcoin valait 60 000 $ fin 2022. Aujourd'hui, il en vaut 25 000. Ça a donc perdu 60% en même pas 6 mois. Sans compter que le marché de la crypto-monnaie n'est pas régulé par l'État. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, l'État peut dire stop, la crypto-monnaie, c'est terminé, on n'en veut plus. Passons maintenant à la deuxième façon d'investir son argent sur ce groupe 4, le trading. Ce n'est pas vraiment une façon d'investir son argent, mais je voulais quand même le mettre dans ce groupe. En effet, les rendements du trading peuvent aller entre 5 et 20% par mois si on est très bon, soit des rendements entre 50% par an et 200%. Mais attention, être trader est un métier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Si ça t'intéresse de voir mon expérience et mon avis en tant que trader, je te laisse le lien juste ici. Le risque principal du trading est la perte de son capital en totalité. En effet, il n'est pas rare de voir des jeunes traders péter un câble. Littéralement. Mauvais trade, mauvaise journée, rien ne se passe bien. Et on veut rattraper sa perte encore et encore jusqu'à exploser son capital en quelques jours. Faut savoir que 85% des traders perdent de l'argent selon l'AMF. Et encore dans ces 15%, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont juste neutres et il y a ceux qui vont exploser leur capital l'année suivante. Le trading demande une certaine discipline que tout le monde ne possède pas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a permis d'y voir plus clair sur les investissements, que maintenant que tu sais dans quel groupe tu es, tu vas pouvoir investir ton argent. Si tu as des questions ou des commentaires à mettre sur ma vidéo, je t'invite à ne pas hésiter à les mettre. N'oublie pas également de checker les liens qui sont dans la description. N'oublie pas de t'abonner et de liker et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!